Tu utilises probablement des intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude AI ou encore Gemini. Et récemment, j'ai rencontré un problème en utilisant les plateformes. Quand tu vas sur chatgpt.com par exemple, c'est que à chaque fois que tu démarres une nouvelle conversation, tu dois un peu tout réexpliquer à l'intelligence artificielle et tu passes beaucoup de temps à faire des copier-coller quand tu es en train de travailler sur quelque chose. Donc si tu as besoin de rédiger, moi en général c'est des documentations ou ce genre de choses, ou même si tu es en train de brainstormer sur quelque chose et qu'après tu as envie de noter le résultat un peu de ta réflexion, parce que moi j'ai tendance à faire, j'aime bien un peu tout noter, et ça te demande de copier-coller entre la conversation, de faire plein d'allers-retours. Et après, quand tu veux faire référence à ces choses-là, quand tu commences une nouvelle conversation, tu dois encore lui réexpliquer le contexte et c'est quand même un petit peu pénible. Et donc j'avais vu passer qu'on pouvait régler ce problème en utilisant l'intelligence artificielle d'une autre manière. Donc tu as peut-être entendu parler de Claude Code, c'est un peu ça qui a popularisé ce fonctionnement, cette utilisation de l'IA, on va dire. Mais si c'est pas le cas, c'est un peu ce que je vais expliquer dans cette vidéo et je vais montrer comment est-ce que moi je l'ai configuré et comment est-ce que moi je l'utilise. Donc pour commencer, je vais t'expliquer un peu pourquoi est-ce que j'en suis venu vraiment à vouloir optimiser ça. Donc si tu as vu ma dernière vidéo, j'avais fait un prototype, j'ai développé un prototype pour un layout sur Hyperland et pour faire ça, en fait, j'ai utilisé l'intelligence artificielle parce que je connais pas du tout le langage de développement qui est demandé pour coder ce genre de choses. Et j'ai un passé dans le développement informatique. J'ai travaillé pendant 6 ans en tant que développeur d'applications mobiles, mais je connais pas le langage qui est requis pour faire ce layout. Et donc, j'ai quand même des bases en développement informatique, mais il fallait que j'apprenne comment utiliser ce langage spécifique et comment implémenter ce layout. Et comment est-ce que ça fonctionne sur Hyperland, sur Linux, etc. Ça, je savais pas trop. Je savais pas trop non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert chatgpt.com, j'ai démarré une nouvelle conversation et je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais envie de faire. Donc, que j'étais sur Linux, sur Hyperland, que je cherchais à développer un layout, créer un layout et donc je lui ai dit vas-y développe-moi un layout qui fait telle ou telle chose. Et j'avais quand même fait plusieurs versions, donc pour commencer par un truc très simple, donc je lui ai juste demandé la première version et puis après ça fonctionnait pas exactement comme je voulais, donc je lui ai dit je lui ai expliqué le résultat, je lui ai dit ça fait comme ça mais moi ça correspond pas à ce que je veux faire, donc corrige ça. Et au fur et à mesure il a réussi à me faire un prototype qui est plus ou moins fonctionnel, qui est ce que j'ai montré dans la dernière vidéo. Mais là, je rencontrais un problème, c'est que ça commençait à devenir très compliqué de le faire fonctionner vraiment comme je voulais et de corriger les petits problèmes qu'il y avait. Et donc le fait de développer quelque chose de cette manière, ça s'appelle du vibe coding. Tu as peut-être déjà entendu le terme. Et moi, ayant un passé dans le développement informatique et qui sait comment construire une application logicielle, je sais que c'est pas vraiment la bonne manière de faire parce que tu vas construire des choses sans avoir une base saine, sans avoir conçu une architecture qui est solide et durable. Et du coup, si tu es sur un petit projet où c'est juste écrire des scripts, des petits scripts ou des trucs comme ça va pas être un problème. Mais dès que tu veux te lancer sur quelque chose d'un peu plus conséquent, tu vas très rapidement rencontrer des problèmes et ça va pas être maintenable dans le temps. Donc je me suis dit, maintenant ce qu'il faut que je fasse en fait, ce qu'il faudrait c'est que là je démarre une nouvelle conversation, que je lui dise voici mes spécifications techniques, ou plutôt si je commence du début, ce serait plutôt aide-moi à concevoir les spécifications techniques pour mon projet FeedScroller. Donc FeedScroller c'est le nom du layout, c'est le nom que j'ai donné au layout que je veux développer. Et ensuite là il faudrait que je lui explique en détail ce que c'est FeedScroller, ce que ça fait exactement et tout ça. Et là à partir de ça, à la fin il faudrait que je lui dise ok, maintenant qu'on a mis au clair ce que c'est FeedScroller et comment ça doit fonctionner et tout, rédige les spécifications techniques de FeedScroller pour que ça puisse être implémenté dans un projet de développement informatique. Et donc là, il va me donner un document. Ce document, je l'aurai enregistré dans mon logiciel de prise de notes. Et après, il aurait fallu que j'ouvre une nouvelle conversation avec ChatGPT et que je lui dise voici
les spécifications techniques de mon projet FitScroller, aide-moi à concevoir l'architecture logicielle de FitScroller. Donc là, quand je vais commencer à coder avec lui, ça va être encore plus compliqué parce que je vais dire code-moi telle partie du logiciel. Il va me le donner ici, je vais devoir le copier-coller dans mon fichier. Et si j'ai des modifications à faire, il va falloir que je lui redonne le fichier. Et parce que si je pourrais revenir sur la même conversation, déjà il faut que je la retrouve là sur la gauche. C'est un peu le bordel, quoi. Tu peux faire des dossiers, j'ai fait quelques dossiers, mais c'est quand même pas très pratique à utiliser, d'avoir quelque chose d'organisé. Et du coup, à chaque fois, il faudrait que je lui redonne le contexte. Et donc c'est surtout ça où je me suis dit, là, il faut que j'utilise d'une manière un peu plus efficace. Et j'ai vu en ligne qu'il y avait un peu d'autres manières de faire. Donc je vais chercher à implémenter quelque chose qui va me permettre de gagner quand même beaucoup de temps. Surtout que j'ai pas mal de projets de développement informatique que j'aimerais faire, mais que je fais pas parce que je sais que c'est énormément de travail déjà au début pour développer le truc, quand tu travailles tout seul. Et après, c'est énormément de travail de maintenance. Et je me dis que si je développe tous ces projets, je vais jamais pouvoir tous les maintenir tout seul. Et donc, ça me décourage un peu de le faire. Mais là, je me dis que si j'ai des outils qui sont en place et qui sont bien configurés, ça peut me permettre peut-être d'aller plus vite et donc de réaliser ces projets que je m'empêche un peu de réaliser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur Claude Code, sur comment ça fonctionne, et j'ai créé une architecture. Donc comment ça marche, c'est que en gros là j'ai créé un dossier où dedans j'ai mon organisation, comment moi je m'organise. Donc là c'est pas seulement pour du développement informatique, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, comment est-ce que j'organise mes fichiers et tout ça. Et en gros, dans les grandes lignes, j'ai un dossier journal qui contient des notes qui sont pour la journée. Donc quand je prends des notes et que je sais pas encore où les ranger, ou je prends des photos, des vidéos, des choses comme ça, je vais les mettre là-dedans au début. C'est un peu le dossier à ranger. Ensuite, j'ai un dossier project où dedans je vais avoir un dossier par projet. Après, j'ai un dossier data où là il y a pas mal de choses différentes. Donc je vais avoir un dossier qui s'appelle guides, qui est pour si je veux rédiger des tutoriels ou ce genre de choses, ou si j'ai fait quelque chose que je veux en garder une trace de comment j'ai fait, et je vais le documenter ici. Identity, ça va être des trucs où dedans je vais mettre des choses par rapport à moi, si j'ai des préférences, des trucs comme ça, que j'aime bien écrire, des trucs un peu philosophiques ou ce genre de choses, je vais le mettre là-dedans. Réflexion, ça va être si j'ai mené des réflexions et que j'ai envie d'en garder la trace, je vais le mettre là-dedans. Ressources, ça va être un peu le dossier où s'il y a des données que je veux garder et qui rentrent pas forcément dans un autre dossier, mais juste qui vont être utiles plus tard. Donc ça peut être des documents administratifs, ce genre de choses. Dans souvenirs, je vais mettre toutes les photos et vidéos d'événements que j'ai décidé de garder en souvenir, et je vais les organiser par date et par événement. Et voilà, du coup le dossier data c'est pour stocker un peu les informations long terme, alors que journal c'est plus court terme, et project c'est plus les dossiers pour agir, pour faire des choses, pour réaliser des choses. Et après dans archive, je vais mettre tous les projets qui sont terminés par exemple, ou qui sont abandonnés, ou autre chose que j'ai pas forcément envie de supprimer complètement, mais que je me dis que c'est plus forcément utile. Du coup, voilà, j'ai créé cette structure, et donc pour mon projet de développement, j'aurai un dossier FitScroller dans Project, et là-dedans, c'est là où je mettrai la documentation, le code, etc. Et donc, moi, là, l'objectif, ce serait qu'il y ait une IA qui soit capable d'avoir connaissance de cette architecture, et qui sache comment est-ce que je travaille, qui connaisse mon workflow, et aussi qui puisse directement écrire dans ce dossier FitScroller quand je veux écrire du code. Et donc ça, c'est exactement l'objectif de Claude Code, qui a été, je crois qu'il est sorti en décembre 2025, et qui a un peu révolutionné tout ça, enfin la manière d'utiliser l'IA sur le PC, surtout pour les développeurs. Mais du coup là, moi je l'utilise pas que pour du développement informatique, tu peux très bien l'utiliser pour n'importe quel travail, ou même, pas forcément pour du travail, même pour du perso, pour organiser tes notes, enfin voilà. Quelle que soit l'utilisation, tu peux l'utiliser de manière plus efficace que quand tu l'utilises sur l'application ChatGPT ou sur le web. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé ChatGPT parce que j'ai déjà un compte
pour ChatGPT. Mais si t'as pas de compte, je te conseille plutôt Claude Code actuellement parce qu'il paraît que c'est le meilleur. Mais si ça se trouve, dans 3 jours, ça va changer. Donc bon, voilà, il faut en choisir un et puis essayer un petit peu. Moi, j'ai choisi ChatGPT parce que j'ai déjà l'abonnement. Et donc, du coup, j'ai dû installer sur ma machine Codex CLI, ça s'appelle. Et en gros, ça te permet de faire des appels à ChatGPT depuis ton terminal et de lui laisser lire et écrire des fichiers sur ton système de fichiers, sur ton ordinateur. Donc ensuite, tu vas le configurer et en fait, en fonction de où est-ce que tu le lances, il va par défaut aller lire un fichier agent.md s'il en trouve un. Donc je vais ouvrir un terminal ici. Si je le lance, Codex, c'est comme ça qu'on le lance. Là, il va s'initialiser et en fait, il va lire le contenu de ce fichier et dedans, tu peux lui donner des instructions par défaut, du coup, qu'il va utiliser à chaque fois qu'il va se lancer. Et en fait, c'est là où c'est très important, c'est que ce que tu lui dis de faire à l'initialisation, ça va te permettre de lui donner le contexte, ou alors, là, dans mon cas, d'aller chercher le contexte qui est pertinent par rapport à ce que je vais lui demander. Donc, je vais te montrer ce que j'ai mis dans Agent, mais d'abord, je vais te parler de Obsidian. Donc Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes qui fonctionne avec le format Markdown et c'est un logiciel que j'utilise depuis quelques années pour ma prise de notes. Et ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est que c'est tout en local sur ta machine et donc toutes les notes que tu prends, elles sont vraiment sur ton disque dur. T'as pas besoin de connexion internet pour le faire fonctionner, t'as pas de format propriétaire et donc c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible. Et là justement c'est un gros avantage puisque on va travailler, en gros je vais utiliser Obsidian pour pouvoir naviguer entre mes notes et l'IA par contre elle va pouvoir aussi naviguer entre mes notes mais elle va pas passer par Obsidian ou par un autre logiciel, elle passe directement par le système de fichiers. Et donc si tu utilises Notion par exemple, puisque Notion c'est un concurrent plus ou moins d'Obsidian. Donc Notion, il faut que tu crées un compte en ligne et ensuite tu vas utiliser l'application soit sur leur site web, soit il faut que tu télécharges leur application propriétaire. Et après, quand tu vas créer des notes, etc., ça va être sur un format propriétaire et tu sais pas exactement comment ça fonctionne. Et donc si tu utilises, si tu veux y brancher un autre logiciel ou si tu veux y mettre une IA par exemple, tu vas être obligé de passer par leur plugin ou par la manière dont eux ils ont implémenté le truc. Et du coup c'est beaucoup moins flexible. Alors que là, c'est tout dans mon système de fichiers. Et donc, en fait, tant que tu as accès à mon disque dur, tu vas avoir accès à mes notes. Donc là, si j'ouvre Obsidian, en fait, j'ouvre du coup dans un dossier. Et donc, si tu vois sur la gauche, c'est le même dossier que je t'ai montré, où tu as les différents dossiers. Et donc, en fait, ça permet de lire les fichiers en Markdown. Et donc là, le fichier agent, par exemple, je peux l'ouvrir et je peux te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, mon système de prise de notes, je l'ai appelé Agora. Et en fait, la logique de ce système, c'est d'avoir des fichiers qui s'appellent README. Et en gros, chaque fichier décrit le dossier et le contenu du dossier. Donc là, j'explique que je l'ai appelé Agora parce que dans la Grèce antique, Agora, c'était la place centrale de la cité. Et c'est là que se déroulaient des échanges, des discussions, la vie collective. Et c'est un peu là où tout se passait. Tout se produisait là-bas. Donc, et comme pour moi, c'est dans ce dossier-là que je gère un peu tout. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et voilà, du coup, j'ai fait une description un peu, philosophie, comment est-ce que c'est organisé. Et là, j'explique la structure des dossiers, donc journal, projects, data, et comment est-ce que, tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à ces dossiers, je le décris là-dedans. Et après, chaque dossier va avoir son propre fichier README qui va expliquer le dossier en question en interne, comment ça fonctionne. Ça évite d'avoir un fichier énorme qui va tout décrire. En fait, ça fait que c'est comme si tu avais sur une documentation, tu as plusieurs pages pour différentes sections. Là, ça fait le même effet. Et donc, en fait, ce que je vais faire dans ce fichier agent que l'IA va lire
quand elle s'initialise, je lui explique tu es dans Agora, qui est documenté dans le fichier README. Commence par le lire pour comprendre le fonctionnement et la structure du système. Et ensuite, je lui dis d'aller dans Tools AI Instructions, qui est ici. Et je lui dis qu'il faut toujours qu'il lise les fichiers qui sont à l'intérieur, parce que c'est là-dedans où je vais lui dire le comportement qu'il doit adopter. À chaque fois que je lui demande quelque chose, il faut qu'il suive ces consignes. Et en fait, je l'ai fait de cette manière parce que comme ça, c'est beaucoup plus modulable. Si je veux changer son comportement, je ne vais pas toucher à ce fichier agent, mais je vais plutôt aller modifier ce que j'ai mis dans ces fichiers-là. Donc par exemple, le context prioritization, c'est comment est-ce que je veux qu'il aille chercher le contexte dans lequel on est. Et là, l'objectif, c'est qu'il aille charger les informations uniquement dont il a besoin par rapport à ce que je lui demande. Parce que si tu lui précises pas comment aller chercher l'information, il va essayer de tout lire dans ton dossier. Et quand tu commences à avoir énormément d'informations, surtout là dans mon cas, c'est vraiment pour tout. Tu vois, imagine, je fais un potager dans mon jardin et je cherche en ligne comment planter des tomates et que je veux créer une note, je veux noter comment est-ce qu'il faut faire. Et je vais le mettre dans Data Guides et je vais avoir là un document comment planter des tomates. Et à côté, je pourrais aussi avoir comment développer un layout sur Hyperland. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais donc tu comprends bien que au bout de quelques temps, ça va grossir quand même assez vite et je vais me retrouver avec énormément d'informations. Donc si il lit tout ce qu'il y a dans mes dossiers, ça va lui donner beaucoup trop d'informations et il ne saura pas digérer tout ça. Son contexte, il va être trop grand. Il est limité sur le nombre d'informations qu'il peut ingérer pour une discussion. Donc l'objectif, c'est qu'il aille chercher uniquement les informations qui sont pertinentes et que j'ai pas besoin de lui donner manuellement. C'est qu'il puisse aller le chercher, ce qui est pertinent tout seul, automatiquement. Et donc c'est ce que je lui explique ici, c'est que il doit d'abord considérer le contexte que je lui donne dans la conversation. Ensuite, il va aller chercher localement le contexte par rapport au dossier dans lequel on est ou par rapport à ce que je demande. Et après, si nécessaire, s'il a besoin d'informations supplémentaires, alors il va se référer à la documentation d'Agora, qui est ici, où je lui donne toute la structure, pour aller chercher la bonne information. Et donc, comme c'est justement, ça fonctionne un peu comme si c'était un humain en fait. Imagine, tu cherches une information dans Agora, mais tu sais pas comment est-ce que c'est structuré. Tu vas commencer par le fichier à la racine pour voir la structure globale. Une fois que tu as la structure globale, tu peux dire ok, si je cherche un projet en particulier, je sais qu'il faut que j'aille dans le dossier projet. Et là, je peux lire ok, le dossier projet, comment est-ce qu'il est structuré. Ok, il est structuré comme ça, je peux aller dans tel dossier. Et donc là, en fait, l'IA, elle va faire exactement le même processus. Et après, l'autre fichier, Modification Rules, c'est les règles que je lui impose pour modifier le contenu de mes fichiers, de mes dossiers. Donc là, c'est rien de très intéressant. D'ailleurs, par défaut, il me semble qu'il a déjà des règles qu'il doit appliquer. Donc, par exemple, il doit demander la validation avant de réellement écrire sur le disque, ce genre de choses. Il y a déjà des sécurités qui sont en place. Mais là, au moins, ça me permet de, moi, avoir vraiment la main sur comment est-ce que je veux qu'il le fasse, si je veux modifier le comportement par défaut ou spécifier certaines choses. Donc, je vais te montrer un exemple de comment ça fonctionne. Dans Identity, je vais créer une nouvelle note. Je vais l'appeler Préférences. Et dedans, je vais mettre mon animal préféré est l'ours. Et maintenant, je reviens sur Codex, sur mon IA. J'ai mon agent IA qui est là, et je lui demande quel est mon animal préféré. Et donc là, il va, comme il a les instructions qui ont été chargées, il va suivre le processus un peu logique. Et donc il dit, voilà, je consulte les consignes du contexte local d'Agora pour retrouver cette information. Et après il dit, la réponse devrait se trouver dans les données personnelles structurées. Je limite la recherche aux préférences et aux mentions explicites d'animaux. Donc voilà, c'est là en fait où il va pas lire tout ce qu'il y a
dans tous mes dossiers. Il va vraiment chercher à trouver l'information. Et là, il a trouvé ton animal préféré est l'ours. Et donc, imaginons que maintenant, je supprime ce fichier. Donc l'information, elle est plus, il sait plus. Je vais lui redemander la même question. Quel est mon animal préféré? Donc là, il va répondre que c'est l'ours, puisque c'est dans la même conversation, et donc forcément, il va pas aller chercher dans mes fichiers. Par contre, si je le ferme, que j'ouvre un nouvel agent, et je lui repose la même question, bah là, du coup, vu que c'est une autre conversation, il n'a pas les infos de la conversation en cours, il va aller rechercher dans mes fichiers. Donc là, forcément, il est en train de chercher un peu partout. Donc il allait dans le dossier Identity, mais la recherche ciblée n'a rien trouvé dans Data. J'élargis maintenant dans les notes de l'Agora. Donc il a pas de... En fait, dans Identity, il n'a rien trouvé. Donc il a élargi à Data. Maintenant, il élargit encore parce qu'il trouve pas. Et ensuite, là, il a trouvé ton animal préféré est l'ours. Cette information figure toutefois dans la corbeille d'Agora. Donc en fait, il a trouvé dans la corbeille, finalement, il a fini par trouver l'information dans la corbeille, mais en dernier recours, puisqu'il est d'abord allé chercher dans le contexte, l'endroit où ce serait le plus logique de trouver l'information. Donc voilà, ça c'est comment est-ce que j'ai le contexte qui va se charger, entre guillemets, automatiquement quand je vais démarrer une nouvelle conversation, ou même ça va permettre aussi, dans une conversation qui est déjà en cours, je vais aussi pouvoir faire référence à n'importe quel contexte, n'importe quel fichier, n'importe quelle information qui figure dans mes notes. Et après, il y a quand même un point qui est important, c'est que pour documenter tout ce que j'ai documenté là dans mes dossiers, c'est quand même un gros travail. T'as pas envie de passer des heures à documenter tout ça à la main. Et du coup, en fait, tu peux utiliser l'IA pour le faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Donc si j'ouvre une nouvelle instance, une nouvelle conversation, et là, par exemple, dans mon dossier archive, il est vide, j'ai pas écrit justement la documentation pour ce dossier. Et ben je peux lui dire, en suivant la philosophie d'Agora, rédige la documentation du dossier archive. Et là en fait j'ai rien besoin de lui expliquer, puisque il sait déjà ce que c'est Agora, il sait déjà comment c'est structuré, il va normalement trouver le dossier archive, et j'ai déjà une description courte de qu'est-ce que ce dossier. Donc voilà, il a trouvé archive, il dit qu'il est actuellement vide, donc il dit que il a quand même des informations sur quel est le rôle de ce dossier. Et il dit, je vais rédiger un README autonome avec une organisation souple plutôt qu'une arborescence prématurée. Donc il a bien compris qu'il doit créer un fichier qui va s'appeler README, parce qu'en fait il aurait pu donner un nom complètement différent. Mais voilà, comme il est à l'intérieur de mon organisation et que je l'ai documenté, il sait que c'est comme ça que le plus logique de le faire, ce serait de faire comme ça. C'est comme ça que j'ai fait pour les autres dossiers. Et donc là, il a créé uniquement archive readme.md. Donc il va préciser le rôle des archives, les critères d'entrée, la conservation du contexte, l'absence de structure imposée tant que le besoin n'existe pas, et la possibilité de réactiver un élément. Donc voilà, là il a rédigé tout ce qui est en vert, c'est ce qu'il a rédigé. Il dit, le README est rédigé, je fais une dernière vérification de cohérence avec la documentation racine et les conventions Markdown du dépôt. Et ensuite là il dit, documentation créée dans archive README. Elle contient le rôle, les critères d'archivage, l'organisation, la préservation du contexte historique et la réactivation. Donc maintenant, si on va dans archive, on voit bien le document README qu'il a créé. Je vais l'ouvrir dans Obsidian parce que ce sera plus lisible. Voilà, on le retrouve ici. Et donc tout ça, c'est lui qui vient de le rédiger. Donc là on peut regarder ce qu'il a fait. Et là du coup ça devient assez facile de le modifier, parce qu'en fait il peut directement écrire le fichier. Donc là s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je peux lui dire de faire des modifications. Et donc c'est beaucoup mieux et beaucoup plus puissant que d'utiliser l'interface web de ChatGPT et de faire des copier-coller entre les deux, quoi. Et c'est comme ça que tu peux maintenir un peu la documentation et le fonctionnement du système, parce que si tu fais vraiment cette documentation à la main, ça prendrait beaucoup trop de temps, et en fait le temps que tu gagnerais en utilisant l'intelligence artificielle pour faire des trucs, il serait perdu sur le fait de devoir
manuellement écrire ces documentations. Donc c'est pour ça que c'est important de l'utiliser aussi pour mettre à jour la documentation et mettre à jour en fait tes fichiers à toi. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui est lisible par les humains. C'est logique. Si je donne ce dossier à quelqu'un qui ne sait pas du tout comment je m'organise, comment j'ai structuré le truc, si je te donne ça comme ça et que je ne te l'ai pas expliqué, tu lis les documents, tu vas pouvoir comprendre comment ça fonctionne parce que c'est organisé de manière logique. Et c'est ça qui est un peu qui est génial en fait avec cette manière de faire, c'est que c'est à la fois lisible et compréhensible et logique pour un humain et pour fonctionner avec une intelligence artificielle. Donc par exemple là dans la section réactivation, il dit lorsqu'un élément redevient actif, il peut être déplacé vers la partie appropriée d'Agora. Sa documentation et son historique doivent être conservés afin que la reprise puisse s'appuyer sur le contexte existant. J'ai pas vraiment prévu de mettre en place quoi que ce soit pour faire de l'historique et pour pouvoir du coup réactiver quelque chose qui a été archivé automatiquement. Donc je peux lui dire de supprimer cette partie. Enfin, je peux le supprimer moi à la main si je veux. Mais je peux aussi lui dire je n'ai pas prévu d'historique pour la réactivation. Modifie cette section en conséquence. Quoi, il dit je vais ajuster uniquement la section réactivation afin qu'elle décrive simplement déplacer vers l'espace approprié sans imposer la conservation d'un historique. Donc voilà, là il montre la modification qu'il a faite. Et si je reviens d'Obsidian, on voit que la modification elle est là. Et voilà, c'est vraiment ça qui est hyper puissant, je trouve, c'est que tu peux à la fois modifier manuellement et à la fois lui demander lui de modifier. Et t'as pas besoin de lui expliquer, en fait, il sait déjà comment c'est fait, il connaît déjà tout le contexte. Et c'est beaucoup plus pratique et ça te fait gagner encore plus de temps, quoi. Donc maintenant que je t'ai montré un peu comment ça fonctionne et voilà, un peu des exemples d'utilisation là c'était même plus des prérequis pour que ça continue à fonctionner correctement. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que je l'utiliserai pour travailler concrètement, faire des choses, et pas seulement pour mettre en place le système, l'organisation et tout ça. Et donc, je vais te montrer, je vais reprendre mon exemple pour mon projet FeedScroller. Et là, on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle Z. Et donc, Z, en gros, c'est un peu comme un éditeur de texte ou ce qu'on appelle un IDE, c'est un éditeur de code, mais tu as plein de fonctionnalités et justement tu peux intégrer des intelligences artificielles à l'intérieur et ça marche très bien aussi pour faire du markdown ou ce genre de choses. Du coup là ça va être un petit peu mieux parce que je vais avoir d'un côté mon chatbot entre guillemets et de l'autre je vais avoir mes fichiers, mais surtout je vais avoir des couleurs de syntaxe et donc c'est beaucoup plus lisible et je vais avoir les fonctionnalités que tu veux dans les IDE. Donc si tu codes, tu sais de quoi je parle. Si tu codes pas, bon c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros tu as des fonctionnalités qui va beaucoup t'aider pour développer, qui va te faciliter la vie. Et en fait j'ai la même disposition que ce qu'on avait tout à l'heure, où ici je vais avoir mon chatbot et mon éditeur de texte avec Obsidian. Là c'est pareil en fait, j'ai mon éditeur de texte et mon chatbot et donc là j'ai ouvert le chatbot dans Agora, donc c'est la même configuration que ce qu'on a dans ce que je t'ai montré tout à l'heure, et j'ai déjà un readme pour décrire le projet FeedScroller. Donc ça c'est un travail que j'avais déjà fait et que justement j'avais fait sur chatgpt.com. Et donc maintenant la prochaine étape pour ce projet, ça serait de rédiger un document encore plus précis de rédiger en fait la spécification technique du projet. Donc je vais lui dire aide-moi à créer la documentation, la spécification pour le projet FeedScroller. Ok, donc ça lui a pris quelques minutes, mais il a terminé. Donc il dit voilà, le concept est clair, mais plusieurs comportements nécessaires à une implémentation déterministe ne sont pas encore définis.
Donc là il dit voilà, il manque ordre spatial exact, critères de choix entre plusieurs agencements valides, effet du focus sur le viewport, enfin voilà, en gros ce qui manque à spécifier. Je vais créer une spécification séparée en anglais comme le README, donc il comprend bien que là c'est un projet où la documentation était en anglais, donc je lui ai rien dit, mais de lui-même il va se dire bon bah en fait il faut que je continue à le rédiger en anglais, avec des exigences testables et une section explicite pour les décisions encore ouvertes, sans modifier la description existante. Donc il a créé un fichier specification.md, et il a mis tout ça à l'intérieur, et dit le premier brouillon est maintenant structuré autour d'invariants, du cycle de vie des fenêtres, du classement des layouts, du scrolling et de scénarios d'acceptation. Il a ajouté un lien dans le README pour rendre la spécification découvrable. Donc ça veut dire que en fait il a modifié le README de base que j'avais, et ici il a rajouté cette section là, et il dit donc que le comportement en détail peut être trouvé dans ce fichier, et il y a un lien vers ce fichier. Si je vais sur ce fichier là, ça s'affiche comme ça, et du coup je peux cliquer dessus pour ouvrir ce fichier. Donc c'est vraiment un lien vers le fichier quoi. Donc il a rajouté ça là-dedans, et du coup ici voilà, je peux regarder les spécifications qu'il a faites, et donc à partir de là je vais pouvoir travailler là-dessus, et on voit quand même que c'est assez conséquent là ce qu'il a écrit, ce qui est très bien parce que pour des spécifications tu as besoin que ce soit le plus précis, le plus détaillé possible. Voilà, et à la fin il me dit donc j'ai créé une spécification et ajouté son lien au README, et après il me fait un petit résumé de ce qu'il a mis dedans, mais dans tous les cas il faut que je regarde en détail. Il y aura sûrement des choses à modifier, et comme ça me permet de travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Donc après il y a aussi plein d'autres choses que tu peux faire avec Claude Code et les équivalents des autres fournisseurs d'intelligence artificielle. Là je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est des choses que j'ai pas encore expérimentées, donc je suis pas vraiment légitime, je peux pas vraiment en parler, je sais pas exactement encore comment ça fonctionne. Par exemple je sais que tu peux créer ce qu'ils appellent des skills, en gros c'est des commandes, c'est comme si tu avais un prompt préenregistré que tu peux exécuter en une seule commande. Donc c'est quelque chose que j'utiliserai, c'est sûr, mais il faut d'abord que j'utilise un petit peu plus ces outils-là, que je vois réellement le besoin, où est-ce que ce serait intéressant de les implémenter, etc., avant de commencer à en faire. Et donc aujourd'hui, je suis pas vraiment en position de pouvoir parler ou montrer ou expliquer un peu tout ça. Mais en tout cas, déjà, j'ai quand même mis en place une structure, un fonctionnement, on va dire, global, qui est pas forcément évident, mais je trouve qui est intéressant à mettre en place si tu utilises l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de l'utiliser, puisque voilà, par défaut, on va avoir tendance à vouloir utiliser les outils qui sont fournis, donc voilà, d'utiliser l'application ChatGPT, ou même tu peux aller d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. En fait, je sais même pas comment accéder. Tu peux accéder en fait à Codex directement sur chatgpt.com, il me semble, ou alors peut-être que c'est si tu as l'application, si tu es sur Windows ou Mac, je crois que dans l'application de ChatGPT, tu peux avoir accès à Codex directement, sans avoir besoin de faire, moi comme j'ai fait avec le terminal ou dans Z. Mais du coup ça c'est une autre manière de l'utiliser, mais tu as moins la main sur comment est-ce que c'est structuré, comment ça fonctionne, et donc je trouve ça moins intéressant. Du coup, je parle de ça tout ça pour dire qu'il y a différentes manières d'utiliser l'intelligence artificielle, et là, celle que j'ai montrée aujourd'hui, c'est une qui est pas évidente. Quand tu connais pas trop, quand tu commences un peu à utiliser l'IA, tu vas pas forcément aller vers ce genre de solution, c'est pas intuitif, c'est pas ce vers quoi te pousse OpenAI ou Anthropic ou les autres fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle, mais je pense que c'est vraiment la manière, en tout cas aujourd'hui, la plus optimisée, la plus efficace et la plus pratique de l'utiliser. Mais ça demande de quand même passer pas mal de temps à réfléchir à comment organiser ces documents et à configurer un petit peu, enfin plutôt les bonnes instructions pour l'intelligence artificielle. Et comme ça, aujourd'hui, tu auras pu voir avec cette vidéo comment est-ce que moi je l'ai mis en place et comment est-ce que toi aussi tu pourrais utiliser quelque chose de similaire.
Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like et dis-moi en commentaire comment est-ce que toi tu utilises l'intelligence artificielle. S'il y a des choses que j'ai montrées, que tu penses que j'ai mal fait, ou des choses que moi je pourrais modifier sur mon système pour l'améliorer. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre un peu les projets sur lesquels je travaille, si ce que j'ai montré aujourd'hui t'inspire. J'aime bien réfléchir en profondeur aux différentes solutions que je vais utiliser. Et voilà, donc si tu as un peu ces mêmes valeurs-là, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine.